On y va, Arnaud, peut-être. Bonjour, bienvenue à tous. On va donc ouvrir ce colloque. Et je passe d'abord la parole à notre co-organisateur, Arnaud Pierre. Oui, bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc je vais juste commencer par les remerciements d'usage. Et je vais me tourner tout simplement d'abord vers Anne Dopfer et Julie Gutiérrez qui sont ici pour me féliciter avec elles de ce colloque qui réunit des institutions, donc le musée et l'université, qui n'ont pas toujours l'habitude de dialoguer et de coopérer, mais elles le font de plus en plus souvent. Et l'événement qui nous réunit aujourd'hui montre que les choses évoluent dans le bon sens. Elles ont pris donc la forme originale de ce colloque qui commence dans un format académique relativement classique, donc ici à l'Institut national d'histoire de l'art, qui va se poursuivre à la Cinémathèque française demain pour un premier contact avec les œuvres cinématographiques dont nous allons parler. Et cela grâce à l'accueil que nous offre son directeur du patrimoine, Joël Der, que je ne vois pas là aujourd'hui, enfin ce matin en tout cas, mais qui sera là, et envers qui donc nous sommes pleinement reconnaissants. Et puis donc nous poursuivrons à Nice et à Biot, où nous nous transporterons dans l'exposition qui a suscité l'idée de ce colloque et dont va parler Julie, je crois. Exposition qui va devenir donc dans le même temps une sorte d'objet d'étude in vivo de ce colloque. Voilà, c'est une chance singulière, je crois, qui nous est offerte ici, et nous saisissons l'occasion de leur dire ici de dire toute notre gratitude à ceux qui ont rendu cet événement possible. Donc je concentrerai une première vague de remerciements à l'intention des équipes du centre André Chastel, qui nous accueillent ici et qui nous ont soutenus dans tous les aspects techniques et administratifs de la lourde préparation d'un événement tel que celui-ci. Auquel donc s'est associé Sorbonne Université, bien sûr, pour non seulement une aide au financement, mais aussi pour sa communication. L'Institut national d'histoire de l'art et ses équipes techniques qui mettent à notre disposition cet auditorium fraîchement rénové. Ma chaleureuse reconnaissance va donc du côté du Centre Chastel à Reza Ketouche, notre gestionnaire financier et administratif, à son adjointe Katia Benkanoun, ainsi qu'à Grégoire Aslanov, qui s'est chargé, comme il sait le faire, des documents de communication autour du colloque, ainsi que Delphine Thierry-Mieg et Catherine Gross. Alors, je ne veux pas oublier Elisabeth Magotto, à mes côtés, qui a été elle aussi une précieuse cheville ouvrière de ce projet, en plus d'être une chercheuse à la valeur de plus en plus affirmée sur son objet de prédilection, qui est donc bien sûr Fernand Léger. Et la justification de l'événement qui va nous remplacer pendant ces quelques jours à Paris, à Biot et à Nice est aussi de faire cette place à de plus jeunes chercheurs et chercheuses, comme elle et comme un certain nombre d'autres doctorants que nous allons avoir le plaisir d'entendre, que nous sommes heureux d'accueillir dans les heures et dans les journées à suivre. Ils se trouveront donc aux côtés de chercheurs plus confirmés, que je remercie également d'avoir répondu positivement à nos sollicitations et d'avoir accepté de faire pour certains d'entre eux un voyage long et parfois compliqué pour nous faire partager donc leurs connaissances et leur expertise sur le sujet qui nous réunit et qui nous passionne tous. Nous sommes impatients donc de les écouter et de discuter avec eux au cours de ces sessions et des moments plus informels que nous allons être amenés à vivre ensemble et dont nous nous réjouissons.
Ballet mécanique, l'œuvre cinématographique maîtresse de Fernand Léger, sera bien sûr au cœur de nos attentions, et une session entière, vous le voyez, vous le découvrez dans vos programmes, est dédiée à cette œuvre demain matin, avant la table ronde et les projections qui nous réuniront à la Cinémathèque française. Mais nous avons souhaité élargir dans ce colloque à la question plus générale du cinématique dans l'œuvre de Fernand Léger, et à l'inscription de cette notion dans sa théorie et dans sa pratique. C'est l'objet donc des 2 sessions qui vont se tenir aujourd'hui. Et après le moment d'étude donc de l'exposition Fernand Léger et le cinéma que nous aurons une fois que nous nous serons transportés à Biot vendredi, eh bien nous consacrerons samedi matin à Nice une ultime demi-journée à l'inscription de Léger dans son contexte historique et idéologique. Alors, je ne développe pas ces annonces, je vous laisse le plaisir de la découverte, et voilà, je vais sans plus tarder passer la parole à mes co-organisatrices. Et non sans avoir remercié donc, le public qui nous a rejoints, plus nombreux j'espère bientôt, mais je reconnais donc voilà, les amateurs éclairés, les curieux, les amis, les sympathisants. Je leur souhaite bienvenue et je vous souhaite à toutes et à tous de stimulants moments de découverte et de réflexion. Voilà, bonne journée à vous. Merci Arnaud. Alors, je reprends la parole, je vais essayer de ne pas trop répéter ce que Arnaud a dit, auquel je m'associe évidemment. Je voulais donc vous dire que ce colloque se tient à l'occasion de cette exposition qui se déroule à Biot en ce moment, et à l'occasion de la parution d'un catalogue qui est paru en fait en 2021, c'est-à-dire quasiment un an avant notre exposition, parce qu'on avait un partenariat avec la ville de Belfort. Alors c'est assez rare qu'un catalogue paraisse un an avant une exposition, et ça a été pour nous l'occasion de faire ce qu'on a envie de faire dès qu'on a terminé un catalogue ou une exposition, c'est-à-dire recommencer différemment. Donc le colloque est une façon d'élargir aussi les perspectives, parce que faute de place, faute de temps, nous n'avions pas pu traiter, et on le fait ce colloque avec cette perspective élargie dont a parlé Arnaud. Et j'ai le plaisir de constater qu'il y a en ce moment une exposition pain levé au Jeu de Paume, mais également une rétrospective Germaine Dulac à la Cinémathèque française, et que donc notre réunion s'inscrit dans un bouillonnement autour de ces questions des avant-gardes élargies. Alors, ce colloque bénéficie du soutien du service des musées de France à la recherche. La recherche est une activité permanente des musées, mais qui, selon le dimensionnement des équipes, connaît des soubresauts, des pics d'activité à l'occasion d'expositions souvent, et nous avons rarement l'occasion, comme aujourd'hui, de réunir la communauté scientifique élargie, donc j'en suis ravie. Alors, je voudrais dire un mot de remerciement au Centre André Chastel, à ses équipes, au comité scientifique, aux 3 personnes qui sont à la table à côté de moi, dont les apports ont été très fructueux pour bâtir ce programme. Je voudrais également faire des remerciements vis-à-vis des équipes des musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes, et en particulier à Julie Gutiérrez, qui est co-commissaire de l'exposition avec moi, Gaïdig Lemarié, Sandrine Cormeau et Alice Gabillet. Donc je m'arrête là pour cette partie introduction. Je voudrais juste vous donner quelques informations pratiques. Alors le premier, c'est que le colloque est enregistré pour qu'on puisse le diffuser sur notre site internet le plus rapidement possible. On vous tiendra au courant. Donc si vous posez des questions, que vous intervenez, soyez gentil de vous présenter avant de poser votre question. Nous avons choisi un format avec des interventions assez courtes de 20 minutes. Et donc je veillerai, et chacun des modérateurs veillera à faire respecter ce temps de parole de manière que nous puissions aussi avoir un échange avec le public. Donc le colloque est en français et en anglais sans traduction. Comme l'a dit Arnaud, demain à 16h30, il y aura des projections à la Cinémathèque. Ces projections sont payantes, sauf pour les gens qui sont là aujourd'hui et qui nous l'indiquent. Il faut qu'on fasse une liste de façon à ce que vous n'ayez pas à payer les projections.
Donc merci de vous manifester auprès de Gaïdig, je ne sais pas si tout le monde la connaît, Gaïdig ou Sandrine, de manière qu'on puisse établir cette liste. Voilà. Et puis s'il y a des questions plus logistiques pour les intervenants, n'hésitez pas à venir vers nous pour qu'on puisse vous aider à régler les petits problèmes qu'il pourrait y avoir. Voilà, je vais passer la parole à Julie Gutiérrez, donc commissaire de cette exposition, pour une introduction générale sur le sujet. Bonjour à tous et bienvenue pour cette première journée du colloque Fernand Léger, une pensée cinématographique. Donc, dans un texte peu connu, publié en 1933 dans le premier numéro de la revue Mouvement, texte qui était intitulé « L'art est entré en cambrioleur », Fernand Léger déclarait « Le cinéma est devenu un des éléments vitaux nécessaires comme l'eau et le feu ». Alors cette phrase m'a particulièrement frappée puisqu'en fait on constate que le cinéma, sous la plume de Fernand Léger, a remplacé la couleur. On sait que la couleur est essentielle dans l'œuvre de Fernand Léger, lui qui disait qu'après l'épreuve de la Grande Guerre, il avait vécu le moins longtemps possible dans la grisaille. Tout comme la couleur, qui a ses vertus thérapeutiques, le cinéma devient donc un élément vital, un élément naturel, une sorte de bien commun, une ressource collective et universelle qui rassemble l'humanité. Pour Léger, ce cinéma, qu'il appelle une matière première artificielle inventée de toutes pièces par l'homme, est devenu si indispensable à sa propre vie qu'en 1954, il avoue à Georges Sadoul puis à Dora Valier, vous le savez, l'anecdote est très connue, qu'il a envisagé un temps de lâcher la peinture pour le cinéma. Alors le colloque qui s'ouvre aujourd'hui fait suite à un premier et unique colloque international sur Fernand Léger qui avait été organisé en juin 2004 au Musée national Fernand Léger de Biot, d'ailleurs sous la direction de Madame Brigitte Delsanson qui est présente dans la salle, et qui s'intitulait donc, comme je vous l'ai dit, non je ne vous l'ai pas encore dit, Fernand Léger hier et aujourd'hui. Ce colloque, donc organisé en 2004, était centré vraiment sur la réception, l'héritage de l'œuvre de Fernand Léger, et la problématique principale du colloque était « L'œuvre de Léger a-t-elle encore une actualité ?» Alors le colloque qui s'ouvre aujourd'hui, donc quasiment pas 20 ans, mais près de 20 ans après, s'intitule Fernand Léger, une pensée cinématographique. Et donc je vais développer un petit peu cette question de la pensée cinématographique dans l'œuvre de Fernand Léger. Mais simplement pour compléter ce que dit Anne, effectivement, ce colloque, comme vous l'avez compris, est lié très fortement à cette exposition Fernand Léger, le cinéma, que nous préparons depuis 2018 et qui vient d'ouvrir ses portes depuis le 11 juin et que pour certains, vous allez découvrir en fin de semaine. Exposition et catalogue scientifique qui a été donc publié l'année dernière. Donc ce colloque, en quelque sorte, est un prolongement du catalogue et de l'exposition. Alors, pourquoi appeler ce colloque une pensée cinématographique ? Alors, c'est un titre à la fois ouvert et polysémique qui permet d'étudier l'œuvre de Léger sous un angle différent et de se poser la question en quoi la pensée de Léger est-elle cinématographique, tout simplement. Alors, il est vrai que depuis la découverte du cinéma, la passion du cinéma pour Léger a été vraiment un élément qui agit en permanence, constamment sur son œuvre. Il y a, comme vous le savez tous, ceux qui connaissent l'œuvre de Léger, un jeu d'influence mutuelle entre peinture et cinéma. Léger transpose son travail de peintre sur l'objet industriel et son intérêt pour les contrastes entre animé et inanimé. Il le transpose au cinéma, bien sûr, dans Ballet mécanique. Donc, le ballet mécanique étant une sorte d'exception, mais aussi un aboutissement dans l'œuvre de Fernand Léger. Et en fait, lorsque Léger découvre le cinéma, on ne sait pas précisément quand. Lui, il raconte cette fameuse anecdote que le cinéma a été pour lui une découverte pendant la Première Guerre mondiale, en 1916. Il découvre tout le potentiel d'un art en mouvement et en devenir, et en totale et en parfaite adéquation avec sa démarche artistique, sa démarche esthétique et ce qu'il cherche à faire en peinture. Léger retient principalement du cinéma le procédé du gros plan qu'il découvre, comme vous le savez peut-être, en voyant le chef-d'œuvre d'Abel Gance de Laroux de 1922, Laroux. Ce gros plan cinématographique que Léger retient correspond en effet tout à fait à son esthétique du fragment, à cette façon qu'il a d'encadrer et de personnaliser le détail grossi 100 fois, de démultiplier et d'amplifier la puissance expressive du détail. Alors, autre sens possible de cette question de la pensée cinématographique, c'est bien sûr la pensée de Léger que l'on perçoit dans ses écrits, dans ses entretiens, qui est totalement imprégnée de métaphores empruntées au monde du cinéma.
Ses carnets de voyage, notamment, sa description des villes qu'il traverse, prennent souvent la forme d'une poésie visuelle, cinématographique, voire cinématique. Dans la lignée en fait de ce que Henri Bergson, dès 1914, dans un entretien disait, Bergson disait « L'œil vivant n'est-il point cinématographique ?» Léger compare en effet son œil, l'œil du peintre, à une caméra, un objet mécanique qui enregistre sans relâche le réel, un réel brut qu'il soumet à sa propre subjectivité pour en donner une nouvelle perception, ce qu'il appelle un nouveau réalisme. La pensée artistique de Léger s'exprime aussi à travers le médium cinématographique. En effet, ces films, qu'ils le veuillent ou non, que ce soit volontaire ou non, peuvent être perçus comme des manifestes esthétiques de son œuvre. C'est vrai pour le ballet mécanique, alors que Léger a lui-même minimisé la portée de son film en parlant d'une simple expérience visuelle. C'est aussi un manifeste lorsqu'il fait Léger in America, puisqu'on a l'impression, vraiment en tant que spectateur, d'accéder directement à la pensée de l'artiste. Le déroulement du film, son inscription dans la durée, semble épouser le développement de la pensée du peintre. Mais comme vous le savez également, rien n'est spontané chez Fernand Léger, et encore moins cette pensée que l'artiste a rédigée et lue devant la caméra. Alors, en quoi la pensée de Léger est-elle spécifiquement cinématographique ? Peut-on dire qu'elle est spécifiquement cinématographique ? Alors, bien sûr, l'ensemble du colloque va permettre de répondre à cette question. En tout cas, les discussions que nous aurons peut-être nous éclaireront sur ce sujet. Mais la pensée de Léger, finalement, pour résumer, à mon sens, elle oscille entre deux pôles très opposés. D'une part, une pensée et une œuvre qui sont pluridisciplinaires. En effet, Fernand Léger est un peintre de son temps, un peintre d'avant-garde, un peintre de sa génération qui est aussi un artiste pluridisciplinaire. Un peintre avant tout, mais curieux de tout, et qui surtout souhaite innover, faire voler en éclats les frontières entre les disciplines. En témoigne notamment son intérêt pour l'architecture, les arts du spectacle ou les arts décoratifs. Également, sa contribution au cinéma est pour lui l'occasion d'instaurer un dialogue entre les arts, puisqu'en effet, quand il participe à l'Inhumaine ou quand il réalise le ballet mécanique, il instaure, volontairement ou non, un dialogue avec d'autres arts. Notamment la danse, puisque la chorégraphie des ballets suédois est bien présente dans le film de Marcel L'Herbier, L'Inhumaine, le théâtre, lorsqu'il se rend à Berlin pour voir les pièces de Frédéric Kiesler, ou encore la musique, bien sûr, puisque nous le verrons, la composition de Georges Antheil joue un rôle important, qui à l'époque fut compliqué, et un rôle important et très intéressant avec les images du film. Une sorte de synthèse des arts, finalement, qui s'exprime tout à fait dans le travail cinématographique de Léger. À l'opposé de cette synthèse des arts, Léger défend aussi, dans la mouvance des penseurs, des intellectuels de l'avant-garde cinématographique, l'idée d'un cinéma pur. Un cinéma qui serait totalement détaché de toutes les contingences techniques, financières et commerciales. On a parlé très brièvement avec Anne de Germaine Dulac, cette réalisatrice et théoricienne qui a elle-même accordé une place très importante à la définition de cette notion de pensée cinématographique. C'est-à-dire pour elle la rencontre entre un mouvement intérieur, celui de la pensée, et le mouvement extérieur de la vie, le mouvement extérieur des images. Alors je la cite dans un texte de 1925. L'art du mouvement, voilà ce qu'est le cinéma, et j'entends par mouvement le déroulement de la vie même, avec les faits extérieurs qui se succèdent, et le mouvement d'esprit qui les cause. Tout est mouvement autour de nous, dans l'inconnu des choses, dans les faits perceptibles et non perceptibles. Physiquement, moralement, le mouvement nous emporte, et c'est cette course effrénée de nos âmes, de nos corps, du monde où nous sommes, qui est l'essence de la vraie pensée cinématographique. Alors, je ne suis pas sûre que Fernand Léger adhérait totalement à cette question du mouvement intérieur, de cette nécessité intérieure, comme l'aurait dit aussi Vassili Kandinsky. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Fernand Léger souhaitait que le cinéma se libère, s'affranchisse de l'influence prépondérante des autres arts, notamment du théâtre ou de la littérature, pour devenir un art à part entière qui ne puisse que dans les ressources propres à l'image en mouvement. Et donc là, c'est totalement opposé à ce que je vous disais à l'instant sur la synthèse des arts. En fait, pour évaluer à sa juste valeur les productions cinématographiques de Fernand Léger, ne faudrait-il pas le prendre finalement au mot et abandonner la peinture, la lâcher complètement pour analyser ces productions cinématographiques au seul regard de l'histoire du cinéma et de l'histoire des images en mouvement? En réalité, ce qui intéresse Fernand Léger, ce ne sont pas ces deux pôles totalement opposés, mais c'est finalement, avec le cinéma, la promesse d'une totale liberté artistique. Il le dit souvent. Pour lui, le cinéma,
c'est la possibilité de se libérer de la peinture. Le cinéma libère la peinture. En effet, toute sa vie, dans son travail pictural, Léger a été partagé, torturé, entre la volonté d'appartenir à la modernité la plus absolue et le respect aussi d'une tradition de la peinture qui lui permet de s'inscrire dans un temps long. Ce qu'il voit dans le cinéma, il l'a dit, c'est un art jeune, sans tradition, un art de tous les possibles. La possibilité, en somme, de se libérer du passé, mais aussi des limites matérielles et spatiales de la peinture en la projetant littéralement dans l'espace. Donc cet amour du cinéma et aussi l'ensemble de ces projets protéiformes, multiples, qui ont animé la création artistique de Fernand Léger tout au long de sa vie, que nous avons souhaité aborder dans le cadre de cette exposition qui donc a ouvert il y a environ 2 semaines au Musée Léger et dont je vais vous parler un petit peu. En effet, dans cette exposition, nous avons souhaité évoquer l'ensemble, en tout cas la majorité des projets cinématographiques de Fernand Léger. Bien sûr, les 2 réalisations qu'il a menées au cours de sa vie, le ballet mécanique d'une part et son court-métrage en technicolor pour Hans Richter, Dreams That Money Can Buy, le film que Hans Richter a réalisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, bien sûr, ces 2 réalisations, les 2 seules réalisations de Fernand Léger, font l'objet d'une analyse et d'une étude dans le cadre de notre exposition. Le ballet mécanique, comme l'a dit Arnaud Pierre, fera l'objet d'une étude particulière dans le cadre de ce colloque. Ce film à l'histoire complexe, aux 9 versions connues, n'a pas encore livré tous ses mystères et on espère en effet que le colloque va pouvoir répondre à certaines questions que nous nous posons encore. Alors, je vous montre quelques images en même temps de notre exposition pour vous donner bien sûr envie de venir la voir rapidement. Et puis donc cette exposition qui aborde ces 2 réalisations évoque aussi, alors tout au long de la vie de Léger, bien sûr, de 1916, donc de la découverte de Charlot à sa mort, les différentes idées et projets cinématographiques de Fernand Léger. Bien sûr, son amitié déterminante avec Blaise Cendrars, les premiers livres illustrés qui, grâce aux recherches typographiques des 2 artistes, propulsent Léger dans le monde du cinéma. Il devient ensuite créateur d'affiches, de décors, de costumes, parfois non aboutis. On aborde également dans cette exposition la cinéphilie de Léger et l'éclectisme de ses goûts. Léger est un grand consommateur de films, il passe beaucoup de temps dans les salles obscures et il aime à la fois, en tant que pionnier de l'avant-garde moderne, les expérimentations cinématographiques qui permettent de donner au cinéma ses lettres de noblesse en tant qu'art, mais il apprécie tout autant le cinéma populaire français, le réalisme poétique de Marcel Carné, par exemple, et bien sûr le cinéma populaire américain, que ce soit les films de Chaplin, les dessins animés de Walt Disney ou encore les westerns de John Ford. La question du documentaire, du film documentaire, est également évoquée dans notre exposition, puisque on en parlera aussi lors du colloque. Le film documentaire a pu être une source d'inspiration, notamment les films scientifiques de Jean Painlevé, qui ont une influence déterminante sur la période biomorphique du peintre, mais aussi les films documentaires auxquels il participe dans les années 40 et 50, car il perçoit bien sûr toute la capacité du cinéma à diffuser l'art et aussi à devenir un outil d'éducation populaire. Alors, le Musée national Fernand Léger a donc été à l'initiative de cette exposition, mais aussi de ce travail de recherche de longue haleine qui a commencé en 2018. Et bien que le musée ne conserve pas d'archives du peintre, nous avons tenté de rassembler un certain nombre d'objets, de documentation, d'éléments d'archives pour composer cette exposition. Mais cette exposition a bien sûr été une aventure collective qui a mobilisé, comme le disait Arnaud, une équipe de chercheurs de différentes générations, de différents pays, français, européens, américains, des conservateurs, des universitaires, des historiens de l'art, des historiens du cinéma, qui ont tous collaboré et enrichi, chacun dans son domaine de spécialité, le contenu et le parcours de l'exposition. Bien sûr, nous sommes très heureux aussi que la préparation de longue haleine de ce travail ait donné lieu aux recherches d'Elisabeth Magotto, qui est ici présente, qui a commencé à travailler avec nous sur l'exposition dès 2018 et qui réalise aujourd'hui la seule thèse de doctorat en cours actuellement en France sur Fernand Léger et qui a commencé en 2021, qui se poursuit, Fernand Léger et les États-Unis. Alors bien sûr, avec Elisabeth, on a travaillé sur les films américains de Fernand Léger, notamment Dreams, dont je vous parlais, enfin le court-métrage La fille au cœur préfabriqué, et puis le film de Bouchard, mais voilà, il y avait énormément de recherches à faire, d'archives à dépouiller, et puis élargir le sujet à la période américaine, c'est aussi très important, car il s'avère en effet que la période américaine de l'artiste, pendant la Seconde Guerre mondiale, est de fait moins bien connue et moins bien documentée. Alors, l'actualité de la recherche en ce qui concerne notre artiste, Fernand Léger, est
est irrégulière, on peut dire même sporadique, c'est-à-dire que en dehors de la thèse initiée l'année dernière par Elisabeth, il n'y a eu que 4 thèses monographiques consacrées à l'artiste en France. La première soutenue en 1987 sur le muralisme de Fernand Léger et la dernière en 2017 réalisée par Bénédicte Duvernay, Fernand Léger, peinture, poésie et vie moderne. Alors bien sûr, le musée, modestement, dans le cadre de la préparation de cette exposition, a tenté de lancer des pistes de recherche. Nous avons, dès le départ, posé beaucoup de questions, ouvert beaucoup de pistes. Nous avons parfois réussi, parfois obtenu des réponses. Nous avons ouvert des pistes fructueuses, parfois moins fructueuses. Et nous espérons que la recherche actuelle, vivante, permettra peut-être d'approfondir ces pistes de recherche. Nous avons cherché des œuvres qui sont parfois non localisées. Nous avons cherché des vestiges matériels, des films, des décors, des costumes, des dessins préparatoires. Voilà, nous avons tenté à notre façon d'approfondir cette connaissance de la pensée cinématographique de Léger. Quelques exemples, je vais vous montrer en images. Alors voilà quelques vues d'exposition. Nous avons par exemple cherché ces dessins préparatoires dont nous conservons au Musée national Fernand Léger, vous avez dû le voir dans le catalogue peut-être, ces dessins préparatoires de l'Inhumaine, des décors de l'Inhumaine qui sont connus par ces photographies que nous avons dans la documentation du Musée national Fernand Léger, mais que malheureusement nous n'avons pas réussi à localiser aujourd'hui. Alors heureusement, grâce à ces photographies, nous avons une idée du travail préparatoire que Léger faisait en amont de ses participations au cinéma. Il y a effectivement le logo pour le studio des Ursulines que François Albera connaît bien, puisque nous sommes actuellement encore en train de chercher ce fameux logo pour le studio des Ursulines. Léger était un spectateur assidu du studio des Ursulines, comme d'autres acteurs de l'avant-garde de l'époque, mais malheureusement, ce logo, qui aurait été dessiné par Fernand Léger un soir de projection, n'a jamais été retrouvé, ni les archives, ni même une mention dans les écrits ou dans les entretiens de Fernand Léger. Alors, l'une des redécouvertes importantes de ce travail préparatoire, ça a été le film de Thomas Bouchard, même si le film, pour être exact, était déjà connu. Il avait déjà été projeté lors de la rétrospective Fernand Léger qui avait été organisée par Ariane Coulondre, qui est ici présente, au Centre Pompidou-Metz, puis au Palais Beaux-Arts à Bruxelles. Le film avait déjà été projeté et donc connu d'un certain nombre de spécialistes, mais grâce à la préparation de cette exposition, nous avons pu approfondir la connaissance de ce film que Léger a réalisé sur son œuvre autour de 1943 dans son atelier et qui est réalisé par Thomas Bouchard, un jeune photographe avec lequel Fernand Léger sympathise lors de son séjour américain. Il se trouve que la redécouverte de ce film a été un moment assez fort pour nous, puisqu'on a vraiment, comme je vous le disais, accès à la peinture de Fernand Léger, commentée par l'artiste lui-même. Il nous explique un petit peu comment il travaille. On le voit même en train de peindre sur le motif, ce qui est totalement nouveau et intéressant. Voilà, donc ce film, vous pourrez le voir dans l'exposition. Il est projeté directement dans les salles de l'exposition. Et puis nous avons pu aussi avoir accès, parallèlement à ce film, qui est conservé aujourd'hui à Harvard, à une partie des archives de Thomas Bouchard qui ont été achetées par Harvard en 2016. Et donc dans cette masse d'archives très importante, il y a environ 60 boîtes d'archives conservées, nous avons pu avoir accès à la correspondance entre Léger et Bouchard, et on voit à quel point Fernand Léger s'implique dans la réalisation de ce film documentaire, qui est un document vraiment exceptionnel sur sa vie, sur son œuvre et sur sa pensée. Enfin, pour terminer, je vous montre cette autre découverte dans le cadre de l'exposition, qui a été un autre moment important pour nous, puisqu'on a redécouvert ce dessin de Fernand Léger, qui représente, comme vous le voyez, Charlot. Et là aussi, un petit peu comme pour Bouchard, on a redécouvert l'œuvre et les archives en même temps. C'est-à-dire qu'on a redécouvert ce dessin et en même temps les archives de la Cinémathèque quasiment complètes dans le dossier sur le Festival de Cannes. Et c'est comme cela qu'on a pu dater l'œuvre et à la fois retracer tout son historique depuis la commande en 1949 du Festival de Cannes à Fernand Léger jusqu'à la publication de ce dessin dans la plaquette du Festival de Cannes. Voilà, ce dessin montre aussi à la fois la permanence du thème de Charlot dans l'œuvre de Léger, qu'on connaissait bien dans les années 20, mais qui perdure vraiment jusqu'à la fin de sa vie, et permet aussi de documenter la présence de Léger au sein du Festival de Cannes. On savait que Léger était un fidèle du Festival de Cannes, mais ce dessin l'atteste.
Un dernier mot pour conclure sur l'actualité des expositions, puisqu'en effet, si la recherche universitaire et académique est parfois sporadique sur notre artiste Fernand Léger, l'actualité des expositions est relativement riche sur Fernand Léger. De manière assez étonnante, il y a assez peu d'expositions aux États-Unis, alors que des collections importantes sont conservées aux États-Unis, à la fois dans les collections des musées, mais aussi dans les collections particulières. Pourtant, les États-Unis avaient été le premier pays à organiser une rétrospective de Fernand Léger en 1935 au Museum of Modern Art de New York. Première grande rétrospective de l'artiste de son vivant, qui est alors au fait de sa gloire, alors que Paris n'organise la première rétrospective de l'artiste qu'en 1949. Mais bizarrement, la tendance s'inverse aujourd'hui. Les États-Unis organisent peu d'expositions sur Fernand Léger, monographique, j'entends, mais en France, on a une actualité assez riche d'expositions sur l'artiste, des rétrospectives, mais aussi à l'échelle européenne, des expositions monographiques ou thématiques importantes. J'en cite quelques-unes, notamment Painting in Space au Ludwig Museum à Cologne en 2016 sur les relations de Léger à l'espace architectural. Bien sûr, les rétrospectives du Centre Pompidou-Metz et de Beaux-Arts Bruxelles, dont j'ai parlé à l'instant. Des expositions monographiques à la Tate Gallery de Liverpool ou à l'IVAM de Valence, en Espagne. Et actuellement, une très belle exposition en France, au musée Soulages de Rodez, qui a ouvert en même temps que la nôtre le 10 juin dernier. Et puis, bien sûr, je cite aussi l'exposition thématique autour de Charlotte Perriand, Jacques Barzac est dans la salle, qui faisait la part belle à l'œuvre de Fernand Léger à la Fondation Vuitton en 2019. Voilà, donc une actualité de la recherche et des expositions qui est finalement assez riche et qui confirme que l'héritage artistique, pour répondre à la question du colloque de 2004, l'héritage artistique de notre artiste est riche, bien présent dans la vie culturelle du XXIe siècle, et confirme que près de 70 ans après la mort de Léger, son œuvre continue malgré tout de rayonner à travers le monde. Alors que ces quelques jours de travail ensemble, ce travail collectif autour de Fernand Léger, contribuent, je l'espère, à maintenir cette communauté de chercheurs vivante et pourquoi pas de se donner rendez-vous, peut-être dans les prochains mois, pour célébrer les 100 ans du ballet mécanique. Voilà. Merci beaucoup, Julie, pour ce vaste panorama qui nous met en appétit. On va commencer tout de suite la session sur le cinématique. Donc, je vais appeler François Albera et je voudrais savoir si Jennifer Wilde a pu arriver. Oui, elle est arrivée. Bon, on est rassurés. Où vous voulez, François, mettez-vous en face de l'écran, c'est peut-être le... Alors, je vous présente François Albera, en vous disant qu'on ne présente pas François Albera, mais tout de même. François Albera est professeur honoraire de l'Université de Lausanne. Il est surtout rédacteur de la revue d'histoire du cinéma 1895. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, notamment L'avant-garde au cinéma en 2005, Puissance du cinéma en 2016, Eisenstein et le constructivisme russe en 2019. Le cinéma au défi des arts en 2019. Tout récemment, un formidable petit livre très synthétique et informé sur Léger, Fernand Léger et le cinéma. Il est également éditeur ou coéditeur de textes d'Eisenstein, de Kuleshov, de Dziga Vertov. Ah voilà, merci. Tiens, Julie, je vous le passe. Je vous fais circuler le catalogue, soyez gentils de nous le restituer. Donc je passe la parole à François. Merci. Merci beaucoup. Je vais me dépêcher parce qu'on est déjà en retard. On est en retard, mais on ne vous enlève pas vos 20 minutes. Oui, mais j'ai cru d'ailleurs que c'était une demi-heure, donc ça pose déjà un problème préalable. En tout cas, j'ai une lourde responsabilité donc pour la suite. Je voulais évoquer 3 points préalables à mon propos. D'une part, je crois qu'on peut convenir désormais, et l'exposition l'atteste comme d'autres publications antérieures, qu'il n'y a pas un moment cinéma qu'on a longtemps limité à ballet mécanique de la part des historiens de l'art et même du cinéma chez Léger. Il y a permanence d'une question cinéma ou d'un problème cinéma auquel Léger apporte plusieurs réponses. Et que les rapports de Léger et du cinéma peuvent s'entendre en 3 temps, avant, pendant et après.
entre guillemets, entre parenthèses, le ballet mécanique. Avant qu'il ne se mêle concrètement de cinéma, c'est la question du mouvement, du dynamisme dans sa peinture, préoccupation qu'il partage avec les Delaunay sur d'autres bases, mais qui n'est guère celle des cubistes, leurs contemporains. Ce sont aussi les films de papier avec Sandra, en particulier, Yvan Goll, etc. Pendant, ce sont ces collaborations à la roue, sur lesquelles on peut discuter, mais enfin, qui, en tout cas, une participation à l'Inhumaine, qui est plus affirmée, à Things to Come, qui n'aboutit pas à Londres, et ses projets et ses réalisations et projets de films. Ballet mécanique, Girls with a Prefabricated Heart, Charlot cubiste, La Vierge rouge, Le pas d'acier, etc. Et y compris les films documentaires, on vient d'en parler, dans lesquels il s'est fort impliqué, non seulement ce film de Thomas Bouchard, mais aussi celui que préparait Jean Epstein, et qui ne s'est pas réalisé non plus. Et puis, troisièmement, après, c'est-à-dire les effets de l'expérience cinématographique repérables dans ses œuvres picturales, graphiques, murales, tant en tant que motif. Alors, c'est un exemple que je donne ici, c'est Le Vase, 1927, où il y a une sorte de pellicule, vous voyez, à gauche de l'écran, qui apparaît, bien sûr, il ne s'agit pas de dire qu'il représente un appareil de cinéma, mais il y a des éléments qui proviennent manifestement de ça. Cette peinture-là, composition aux deux danseuses, 1930, avec cette pellicule aussi ondulée à gauche, et puis le ruban, qui est un motif qui est récurrent dans les œuvres de Léger, ce ruban torsadé, qui peut faire penser à une pellicule. C'est d'ailleurs une œuvre qui, dans le catalogue, est datée 1950, assez mystérieusement, parce qu'elle est de 1930. Donc, soit c'est une erreur, ou alors c'est la source qui était une lithographie de 1950, peut-être. En tout cas, je crois qu'en effet, on n'a pas trouvé le tableau. Voilà. Parce que le tableau, en fait, il a été vendu aux enchères il n'y a pas si longtemps. C'est là que je l'avais trouvé sur Internet. Ou bien La danseuse bleue, 1930 également. Vous voyez, cette espèce de bobine à droite. Et puis, de nouveau, ces éléments comme des photogrammes qui apparaissent. Mais aussi comme principe constructif. Voilà par exemple une toile bien connue, composition à la main et au chapeau, 1927, donc c'est juste postérieur au ballet, et c'est vraiment à l'époque où il le montre et où il travaille encore dessus, qui manifestement provient avec la répétition des chapeaux, de la machine à écrire, les bouteilles, etc. Je n'insiste pas, c'est assez visible. Idem avec cette nature morte au buste, répétition des bouteilles, jusqu'au bien nommé Cinematic Mural, projet pour le Rockefeller Center qui n'est pas réalisé, dont on a des travaux préparatoires comme celui-ci, et qui met explicitement le mot cinématique ou cinématographique. Je reviendrai là-dessus. Ces trois temps ne sont bien sûr pas linéaires, puisqu'il y a anticipation d'une certaine pratique filmique dans les livres-films, surtout La fin du monde, vu par l'Ange Notre-Dame, avec cadrage, changement d'échelle, écriture dans l'image, montage, etc. Également parce que Fernand Léger ne cesse d'avoir affaire au cinéma entre Ballet mécanique et Dreams, et après celui-ci également, avec des projets qui n'aboutissent certes pas, mais qui le mobilisent néanmoins. Deuxième point, on peut donc inscrire Léger dans une problématique cinématique, donc le titre de la session. Si l'on prend ce terme comme englobant le cinéma, un cinéma élargi en quelque sorte, et même outre le cinéma, comme dit Léger, le problème cinématographique est débordant. C'est une manière de qualifier cet élargissement. Deux mots sur ce terme de cinématique, que sauf erreur on ne trouve pas sous la plume de Léger, sinon dans Cinematic Mural, que je viens d'évoquer, mais en anglais ça peut tout simplement se traduire par mural ou mural cinématographique, bien qu'il ne s'agisse pas de film dans ce projet architectural.
En effet, ce mot de cinématique organise un grand nombre de discours dans les années 10 et 20 autour de la distinction statique versus cinématique, notamment dans les cercles que fréquente Léger, comme le Club des Amis du 7e art, le CASA, autour de Canudo, ou le cercle cinégraphique, pourrait-on dire, autour de l'Herbier. On peut distinguer dans cinématique le substantif et l'adjectif. Le substantif, c'est la cinématique, qui est une partie de la mécanique qui étudie les mouvements en eux-mêmes. Littré dit l'étude abstraite du mouvement, qui se met en place comme partie de la mécanique, donc dès le premier tiers du XIXe siècle. Relot, Laboulet, Marais écrivent des traités de cinématique, la cinématique, après qu'elle eût été définie par Ampère notamment. Et puis, il y a le cinématique comme adjectif. Alors, on parle de l'art cinématique. En particulier, c'est Émile Vuillermoz qui l'emploie en 1917. Puis, c'est Ricciotto Canudo, c'est Léon Moussinac, c'est Lewinson et d'autres encore. Le lexicographe Jean Giraud, en 1958, dans sa thèse sur le lexique du cinéma, y voit un équivalent plus commode du mot cinématographique. Mais c'est restrictif et je dirais même que c'est erroné. On le voit bien à l'usage qu'on peut en faire en dehors du domaine strict du cinéma, non seulement dans cet usage que ces critiques des années 20 utilisent pour aller justement au-delà du cinéma, quelque chose qui l'englobe, mais on trouve également ce mot cinématique qui migre un peu partout. Bachelard, par exemple, dans les intuitions atomistiques, parle d'une intelligence cinématique qui l'oppose à l'intelligence géométrique qui est définie par Bergson. Et Eisenstein parle de langue cinématique à propos de la pensée prélogique chez Lévy-Bruhl, sur laquelle il travaille. Troisièmement, il y a le cinématisme, qui est moins employé, mais introduit, en tout cas par Eisenstein dans les années 30, pour désigner les procédés qui, en littérature, en musique, en peinture et autres moyens d'expression symboliques, suggèrent le mouvement. L'exemple canonique est telle estampe de Characou, tel dessin ou peinture de Toulouse-Lautrec ou de Daumier, où le corps figuré soit est organisé avec des disparités d'échelle qui lui donnent une dynamique, soit qu'il comporte plusieurs positions des membres, introduisant une temporalité dans la fixité. Dans la traduction, d'ailleurs assez mauvaise et fautive, de son texte intitulé en allemand « Dramaturgie der Filmform » de 1929, qui est paru dans Bifur, la revue de Ribemont de Seigne en 1930, on trouve, à propos de Miss Cécile Loftus de Lautrec, l'expression « effet cinématique », justement parce qu'il y a ces diverses positions du corps. Un effet cinématique. Un peu plus tard, dans la revue Close-Up, britannique et suisse à la fois, polémiquant avec Malevich, Eisenstein oppose le pictorialisme au cinématicisme. Mais curieusement, les rééditions de ce texte ont substitué à cinématisme cinématographique pour le restreindre. C'est un peu malheureux. Bien, mais on sait que les exemples abondent dans l'histoire de l'art, des frises du Parthénon jusqu'aux mises au tombeau du Christ, et dans un temps plus rapproché de ces mises en mouvement dans la fixité, n'est-ce pas? Et on a vu encore dans Enfin le cinéma, l'exposition d'Orsay, que Dominique Paigny, présent ici, a organisé, donnait moult exemples de ce cinématisme antérieur au cinéma et qu'il disait même avoir retardé l'avènement du cinéma, puisqu'on pouvait en quelque sorte s'en passer. Alors, là aussi, les trois termes distingués peuvent s'entrecroiser. Songeons que le sous-titre du premier tome de l'histoire comparée du cinéma de Jacques Deslandes en 1968 s'intitule « De la cinématique au cinématographe », donc de Plateau-Marais, les expériences sur le mouvement, à Lumière, en somme, qui serait l'avènement du cinématographe. Donc on passe du mécanique à l'art. Et pourtant, ce terme revient maintenant, non plus comme plus petit que le cinématographe, mais de nouveau au-delà, englobant. André Gaudreau le propose pour englober le développement numérique du cinéma. Et avant lui, Paul Virilio avait déjà affirmé
qu'il fallait inscrire le cinéma dans un cinématisme, désignant par là la dynamique des faits et des images à travers le transport et les transmissions. Transport des forces, aurait dit Léger. Alors, j'en viens à ma proposition. Léger, à mon point de vue, développe un constructivisme cinématographique dès lors qu'il entre en contact avec la machine cinéma, la caméra, la pellicule, la visionneuse, le projecteur. Dès lors qu'il y met la main et les ciseaux et la colle. Cette confrontation avec la matérialité du filmique et du cinématographique rencontre deux principes préalables de son esthétique, le réalisme de conception et les lois des contrastes maximum, qu'il énonce progressivement, mais à partir de 1913. Réalisme de conception qu'il oppose à réalisme visuel, c'est-à-dire le réalisme visuel, c'est l'aspect visuel des choses extérieures. À première vue, cela paraît contradictoire d'en exclure le cinéma, puisqu'il semble restituer visuellement la réalité pro-filmique ou afilmique. Mais justement, la rencontre avec la pellicule est ici décisive pour Léger. Ce ruban de plusieurs mètres, comportant des images immobiles par centaines ou milliers, que l'on met en mouvement dans une machine et qui suscite dans la perception visuelle et mentale du spectateur une impression de mouvement. C'est décisif car il se confronte à cette réalité matérielle du film. Ce n'est pas l'image en mouvement projetée, c'est les petites images immobiles sur la bande. Laissons de côté, pour faute de temps, l'objectivisme révélateur du cinéma, qui est aussi un aspect qui l'intéresse, la patte de homard, justement de Pinlevé, la main, le bouton de colle, l'ongle, montrés comme on ne les a jamais vus, grâce aux fragments, pour nous limiter à la question du mouvement et du mouvement qui se construit, justement, puisqu'on l'a vu, il y a immobilité. La caméra ne capte pas le mouvement dans sa continuité, ce n'est pas la momie du changement de Bazin, sinon quand on est spectateur, ce n'est pas l'image-mouvement de Deleuze, elle le décompose et le reconstruit à la projection. C'est ce que découvre Léger, qu'il ne pouvait découvrir en allant au cinéma, qu'il fréquenta non seulement depuis 1916, à mon point de vue, mais dès qu'il a 15-16 ans et qu'à Argentan, il va dans les fêtes foraines, puisque c'est là qu'on passait des films, donc il fait pas ou à la foire du trône. Il ne fait pas de doute qu'il avait découvert le cinéma avant de découvrir Chaplin en 1916 avec Apollinaire. Mais disons qu'il y a un saut qualitatif, évidemment, qui s'opère à cette occasion. Jusqu'alors, donc, il avait affaire à l'image-mouvement, en effet. Je relève en passant que le ballet mécanique n'intéresse nullement Deleuze. Dans les deux tomes de son cinéma, Léger est totalement absent, sinon dans une note inframarginale qui n'a même pas été repérée dans l'index. Bon, alors, il voit des films donc très tôt, et ces films, les voyait-on vraiment comme image-mouvement d'ailleurs? La question peut se poser. Les conditions de visionnement des films de 1895 à 1910, par exemple, à peu près, quand on assistait à une projection. Le scintillement, les tremblements, les secousses et autres discontinuités occupent beaucoup les commentateurs du cinéma et donc les spectateurs. On parle sans cesse également, donc on cherche à atténuer cette discontinuité qui est perceptible par le spectateur. On parle sans cesse du miracle de ces milliers de petites épreuves photographiques qui composent le film dès lors qu'on les met en mouvement. On dit dans les comptes rendus, par exemple, d'assassinat du duc de Guise 1908, dans l'illustration, Adolphe Bresson, fameuse critique, il y a X milliers de petites épreuves à l'origine de ce film, n'est-ce pas? Donc il y a la conscience de cette mise en mouvement d'images immobiles, dont on s'efforce certes d'atténuer la discontinuité, est grande. Et le montage de plans courts, donc des petits morceaux de photogrammes qui se suivent, comme dans La Roue, de superposition, d'incrustation, de passage au flou, comme dans Eldorado de Herbier, par exemple, relance cette conscience au niveau du plan. L'intérêt pour la gestualité de Charlot, le premier homme-image, comme l'a dit Léger, naît en même temps que l'appareil de projection, sa proximité avec donc, la machine cinéma. Benjamin trouvera la bonne formule en 1936 à cet égard,
Ces mouvements se décomposent en une suite de saccades, de mouvements fractionnés, écrit-il, et il érige la loi du déroulement des images dans le film au rang de loi de la motricité de l'homme. Donc cette connivence entre les deux est patente. Bon, il dit ça en 1936, mais on peut dire que Léger met ça en acte dès le ballet mécanique, et même avant. Puis la fragmentation gantienne dans les scènes de vitesse, dans l'Inhumaine, avec le passage de 2 à 3 photogrammes seulement qui ne figurent rien, pour citer des films dont il a été proche, conduisent Léger à ce qu'on n'appelle pas encore l'animation. On appelle ça le dessin animé ou le truc. Préoccupation qu'il conservera toute sa vie avec des projets qui ne voient pas le jour, à commencer par Charlot Cubiste, bien sûr, dont il y a plusieurs scénarios, puis Formes animées avec André Vigneault, et peut-être ce film entrepris avec Langlois dans les années 50. Autant dire l'image par image. Alors, certes, le ballet mécanique ne comporte que peu de morceaux d'animation proprement dit. La marionnette de Charlot. Les bouteilles qui se succèdent, disparaissent, apparaissent, les lettres concernant le vol du collier, le licou de cheval. Alors, les bouteilles, les lettres sur le vol du collier, Bruce Posner nous dit dans le catalogue qu'il s'agit d'une disposition que Murphy avait mis au point, particulière, pour arriver à un effet image par image sans que ce soit à proprement parler filmé de la sorte. Mais par contre, le collier, le licou du cheval, collier évidemment qui vient de manière très prosaïque s'opposer au collier à 5 millions qui a été volé, est là du dessin animé dans le genre cartoon. Mais il y a beaucoup de passages de quelques photogrammes seulement dans le ballet mécanique, alternance rapide du canotier et de la chaussure, qui est bien connue, forme circulaire, forme oblongue, qui donc du coup se transforme, espèce de mouvement organique, qui donc, triangle coloré, cercle coloré également, qui se succèdent rapidement, beaucoup de manipulations de prise de vue qui ont été continues au tournage et qui sont démembrés et réorganisés autrement. Le cas tout à fait spectaculaire des personnages sur le toboggan dont l'ombre précède l'entrée dans le champ, qui, elle, est systématiquement omise. Donc on a sans arrêt cette ombre, et puis il n'y a jamais le personnage, et on la répète. Tout cela appartient donc à ce qu'on rassemblait sous le terme de truc dans le cinéma des premiers temps. Il en ira de même dans le sketch de Dreams. Il ne s'agit pas d'un film d'animation au sens strict, mais néanmoins, on y anime des objets inanimés en les filmant très brièvement par arrêt de caméra, on les déplace, etc., pour, à la projection, construire un déplacement, un geste de la part de ces mannequins de vitrine. Dans le ballet mécanique, on a quelques êtres vivants, mobiles par eux-mêmes dans la vie de tous les jours. Kathleen Murphy, Kiki Montparnasse, la lavandière, le perroquet, notamment. Mais au cinéma, ils ne sont plus mobiles par eux-mêmes. Il leur faut un moteur externe pour les mettre en mouvement. C'est celui de l'appareil de projection. Au cinéma, ils ne se distinguent donc pas des objets. Ainsi, le sourire mécanique ou les ouvertures-fermetures d'œil de Kiki, redoublés par la répétition de brèves suites de photogrammes. Le film, donc, dresse une sorte de nomenclature presque exhaustive de la mise en mouvement en général, en détaillant ce qu'il en est des objets immobiles, casseroles, moules, fouets, paniers, salades, etc., que l'on peut mettre en mouvement, les boules de Noël, les objets mobiles, car mécaniques, inertes en eux-mêmes, mais mus par une force extérieure, le marteau-pilon, la presse d'imprimerie, et des êtres vivants, donc doués d'une force interne, mais permettant la mobilité, mais qui peuvent aussi être mis en mouvement par une force extérieure. Kathleen Murphy, sur sa balançoire, ne bouge guère. Par contre, elle est mise en mouvement par une sorte de mécanisme, qui est la balançoire, ou les personnages qui sont sur les manèges ou les autotampons. La mobilisation des objets immobiles peut s'effectuer à la prise de vue ou au montage. On secoue, on balance, etc. On fait bouger des éléments à la prise de vue, ou grâce à des objectifs prismatiques, on les fragmente, les démultiplie, donc on les met en mouvement par là même, ou bien par la succession heurtée qu'on en fait au montage. La mécanicité gagne l'ensemble des objets et êtres filmés, et elle définit le fonctionnement du cinéma. Au montage, les différentes catégories d'êtres ou d'objets mobiles ou immobiles se trouvent sur le même plan désormais, donc je l'ai dit, en tant qu'image fixe disposée sur le ruban.
de pellicule. C'est le photogramme comme équivalent général dont il s'agit ensuite de faire varier la valeur par réversion, répétition, multiplication, soustraction, fragmentation, renversement et autres procédés. On connaît ces portraits devenus poncifs de cinéastes qui regardent la bande de pellicule. Voici Godard, c'est une image iconique. En voici une qui est moins connue, où la bande est un peu floue, mais celle-ci, avec Beckett, est plus intéressante parce qu'on voit très nettement qu'il regarde plus attentivement que Godard semble de le faire, ces images immobiles qui se succèdent. On n'a pas de photographie semblable de Léger. Néanmoins, c'est bien cette réalité à laquelle il est confronté qu'il tient dans ses mains. Pour lui, l'expression de Bergson, qui lui le déplore, guillemets, « Tout est donné d'un seul coup sur la bande du cinématographe », dit-il dans l'Évolution créatrice, convient parfaitement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de durée puisque tout est déjà enregistré et au fond, tout est spatialisé. Ça lui convient parfaitement. Et il a travaillé avec le film, pourrait-on dire, étalé devant lui. Et la phrase qu'il a plusieurs fois dite, selon laquelle il a travaillé 3 mois au montage pour ramener les 1600 mètres de pellicule impressionnés à 300, prend alors tout son sens. D'autant qu'il dit y avoir travaillé comme un tableau, sans se presser, en essayant, annulant, revenant en arrière. Et je crois que dans le film de Thomas Bouchard, dont il était question tout à l'heure, on le voit bien car il prend un tableau, il découpe des éléments qui sont similaires à des motifs qui sont dans le tableau et il nous montre comment il les assemble. Tiens, on va le mettre là, là, non, ça s'oppose à ça. Bon, on voit très bien cet assemblage, hein, cette esthétique de l'assemblage. Ce matérialisme de Léger est d'abord un matérialisme du matériau, la pellicule, les ciseaux, la colle, la visionneuse, le projecteur portatif. Entre parenthèses, il faudrait qu'on enquête un peu plus sur les conditions matérielles qui ont été celles de la réalisation et du montage de ce film. De quels appareils disposait-il, de quels objectifs? Bon, on sait, il y a le vortiscope d'Ezra Pound, mais bon, et surtout, au montage, quel matériel? Enfin, on dit table de montage, mais table de montage, ça n'existe pas à l'époque. La Steinbeck, à laquelle on songe, la table de montage emblématique qu'on utilisait encore il y a quelques années et que Godard a filmé dans certains de ses films, ou bien Pedro Costa dans son film sur les Straubes, ça se généralise après la Deuxième Guerre mondiale, et c'est les premières moviolas, qui sont l'anticipation de cette Steinbeck, sont mises au point en 1924 aux États-Unis. La Lita, qui est un peu son équivalent allemand, à peu près au même moment, mais ces matériels n'arrivent en France qu'en 1927. Enfin, il est hors de question de penser que Léger, Murphy et qui que ce soit d'autre aient disposé de ce matériel. Donc, Léger dispose, qu'il soit assisté ou non de Murphy, au mieux d'une table lumineuse, comme on la voit dans L'homme à la caméra de Vertov, où on fait bouger la caméra, où on regarde d'abord les photogrammes fixes et puis on les fait un peu bouger. Et on monte la pellicule par petits bouts avec des ciseaux et on vérifie cela avec un projecteur portatif pour voir les effets que ça produit. C'est très important parce qu'avec les tables de montage contemporaines, d'après la Seconde Guerre, donc, le point de coupe dans le travail des monteurs, Benoît Turchetti a insisté sur ce point avec pertinence, se décide sur la perception du mouvement, alors qu'alors on était sur les images arrêtées. Et Gaudreau et Le Forestier, qui viennent de sortir un gros ouvrage de référence, qui sera de référence sur le montage, en s'attachant aux gestes, aux pratiques, au matériel, et pas seulement aux esthétiques, qui jusqu'à présent tenaient le haut du pavé en la matière, donc dans cet ouvrage sur le montage, qui est paru au Québec, reprennent cette remarque et la documentent, de Turchetti, et la documentent. Par rapport à l'époque Méliès, disent-ils, on assiste à une plus grande approximation du point de coupe. Alors, j'ai cité Méliès, ce n'est pas par hasard, enfin c'est chez Gaudreau, mais c'est bienvenu, puisque quand on sort Ballet mécanique enfin en exploitation pour le public, puisque jusqu'alors il y a eu des projections privées, qu'on a d'ailleurs du mal à établir, où elles se passaient et devant qui. Donc en avril 1930 au Studio 28, c'est le début de l'exploitation
de ballet mécanique au cinéma, on a la bonne idée de l'associer aux 400 coups du diable de Méliès. Il y a d'autres films, mais enfin, les 400 coups du diable de Méliès, ballet mécanique, ça inscrit ballet mécanique dans une certaine généalogie. Alors, ce matérialisme du matériau, dont j'ai parlé jusqu'à présent, se double d'un matérialisme qu'on pourrait dire philosophique. On pourrait presque dire un matérialisme historique. Ainsi, cette reconnaissance concrète du travail du monteur et des autres instances techniques qu'il a découvertes l'amène à mettre en évidence dans le film, par son fonctionnement même, le travail du film. Léger s'est préoccupé de restituer dans le film que le spectateur reçoit les conditions matérielles de la production du mouvement, ce caractère mécanique, l'organisation d'une suite, qu'on appelle ici ballet. Pour cela, on peut dire qu'il s'installe dans la machine. On a affaire au photogramme et non au mouvement fictif de l'image. L'Herbier avait déjà raisonné en ce sens en 1918 dans Hermès et le silence pour renvoyer dos à dos bergsonien et anti-bergsonien. Villermoz et Lavedan, je ne sais plus. Le cinéma est une mécanique, a dit Léger. Parler d'art à son sujet serait une distraction, c'est-à-dire une manière d'éviter la question qu'il pose à la représentation. Si tant est que le logo des Ursulines, dont il a été question tout à l'heure, soit de lui, on enquête assidûment à ce sujet, eh bien, si ce logo est de lui, il représente une pièce mécanique du projecteur essentielle à la compréhension du mécanisme de construction du mouvement, l'obturateur qui tourne devant la lanterne de projection et occulte celle-ci quand la bande avance, se déplace, puisque le mouvement dans la machine de projection est intermittent, comme dans la caméra d'ailleurs, pour passer d'un photogramme à l'autre, justement, d'une fixité à l'autre. Ce logo est apparu dès 1927-28, en tout cas, Jean-Jacques Meuzy a découvert une lettre de Mirga, une des actrices avec Tallier des Ursulines, qui ouvre en 1926, de 27, à propos d'ailleurs du film d'Artaud et Dulac, la coquille et le clergyman, qui devait y passer, et dont Artaud se préoccupait. Et donc, elle lui écrit, et sur le papier à lettres des Ursulines, il y a le logo. Alors, ça ne veut pas dire que c'est de Léger, bien sûr, mais ça veut dire en tout cas, il a une antériorité assez ancienne, enfin, qui coïncide quasiment avec l'émergence de la salle. Et puis, on en trouve... Alors, comme vous remarquez, ça tourne, évidemment, et on ne le met pas toujours dans le même sens. Et là, c'est un photogramme qui se trouve à la fin d'une copie que j'ai découverte par hasard sur YouTube de Rien que les heures d'Alberto Cavalcanti et qui est conservée au George Eastman House, que j'ai interrogé et qui ne sait pas d'où vient cette copie. Et à la fin, après le mot « fin », il y a le logo des Ursulines. Bon, enfin, c'est pour dire donc que ce logo a une ancienneté de qui que ce soit qu'il ait réalisé. D'ailleurs, on peut remarquer qu'il reprend un peu l'idée du logo du théâtre du Vieux-Colombier qui a anticipé dans les salles d'arrêt d'essai, disons, enfin avant la lettre de l'époque, avec le studio 28 après, puisque vous avez aussi une sorte d'obturateur, mais beaucoup plus décoratif ici. Je signale en passant donc, qu'on diffusait à l'époque L'homme qui a vendu son appétit, un film perdu malheureusement de Klokpov, un grand acteur et metteur en scène de théâtre et qui joue dans Alexandre Nevsky, film russe, adapté de Paul Lafargue, qui est une satire tout à fait extraordinaire. Mais voilà, ce film, pourtant diffusé en France, on en a perdu toute copie. Alors, oui, je vais en venir et revenir au matérialisme historique et dialectique, car Léger est ici assez proche de la position des constructivistes russes. Songeons à Taraboukine pour ce qui est de la conception de la production et du rapport au travail, la maîtrise de la mise en forme du matériau chez Taraboukine, qui rapproche donc l'artiste du travailleur, et par là donc l'appartenance que Léger peut manifester à l'époque dans laquelle il vit, n'est-ce pas, qu'il a appelé de nouveau réalisme, etc. Donc, j'en viens très rapidement à la séquence que je voulais un peu commenter de La Lavandière.
qui est un peu centrale dans le film, n'est-ce pas? Une femme du peuple travaillant dur à laver le linge d'autrui dans la Seine ou dans un lavoir près de celle-ci, et dont l'effort non fin, dû à la charge de linge mouillé et au fait de gravir un escalier assez raide, est non seulement montré, mais exemplifié en tant qu'effort humain, mécanisé, machiné, voué à la cadence imposée par les rapports de production. Là, donc, le cinéma est inscrit dans son temps parce qu'il est lui-même partie prenante de la même logique de la machination des travailleurs. Alors, évidemment, ce motif de la lavandière s'inscrit dans une généalogie, une iconographie. On pense à Daumier, 1860-61, que vous voyez ici, avec cette lavandière qui arrive en haut de l'escalier avec son ballot, mais aussi à Degas, mais aussi à Steinlein, ici, qui contraste avec le thème un peu idyllique de la lavandière, tel qu'un Renoir avait pu, ou un Sérusier avait pu l'évoquer, où l'effort n'est pas marqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Ici, c'est Vallotton, où on voit que le corps déjeté de la lavandière marque cet effort. Alors, ici, c'est Boudin, où on voit non seulement les lavandières à genoux dans l'eau et s'efforçant à un travail pénible, mais également surmonté par ce pont où circulent les marchandises, n'est-ce pas, qui vont à Paris, sans doute, au Halles, etc., ou les travailleurs. D'ailleurs, Daumier avait intitulé une première lavandière courbée, vous voyez, sous son poids, le fardeau. Voilà, donc. Évidemment, elle s'oppose aussi aux nus descendant l'escalier de Duchamp, je n'insiste pas, mais on a des couples d'opposition, femmes nues, femmes âgées, descendre, monter, poids, absence de poids, oisiveté, travail, inscription sociale et anistoricité de l'autre côté. D'autre part, à l'intérieur du film, la lavandière s'oppose également à la carte postale du début, la balançoire, motif pictural et photographique convenu, d'abord donné sur le mode de la mélodie, n'est-ce pas, la balançoire très harmonieuse, et qui est ensuite renversée avant d'être mise en pièces par les images qui suivent. Mais ça s'oppose aussi aux images distractives du Luna Park, de la fête foraine. Comme on le sait, Léger tint à tester cette séquence de la lavandière, qui apparaît à 3 reprises, en tout cas dans la version, je dirais canonique, mais le mot est discuté, puisque Morales publie sur Internet une version qu'il dit être canonique, mais la version, disons, que Léger qui a été la version distribuée, il y a 3 apparitions, telle qu'elle a été aussi mise en image par Sandy Schlauder dans son livre, 3 répétitions photogrammatiques, 7 fois, 11 fois, 5 fois, elle gravit les mêmes 3 ou 4 marches. Donc il avait tenu à tester ça sur des spectateurs ordinaires, sa bonne, le charcutier du quartier, le concierge, etc. Je n'en traiterai donc pas ici, puisque là le temps est écoulé, mais on devine qu'on pourrait tirer du sketch de Dreams des conclusions proches de celle-ci. Pas d'êtres vivants, mais des mannequins parodiant des vivants. On avait déjà le musée Grévin dans l'un des scénarios de Charlot cubiste. Pas de mouvement, sinon produit par une force externe. Manipulation, fil invisible, système de miroir, entraînement motorisé, la bicyclette d'appartement. Alors, Léger était-il absent du tournage? C'est ce qu'on lit dans le catalogue, qu'il n'a pas eu le temps de... Si, il semble bien, puisque cette photographie, il y en a plusieurs autres, atteste qu'il met la main à la pâte. Enfin, c'est à éclaircir, et Elisabeth Magotto nous en dira plus sans doute. En tout cas, cette démarche consistant à animer l'inanimé en réfléchissant en quelque sorte le principe même du cinématographe se vérifie là encore, et plus explicitement même que dans le ballet mécanique, la satire sociale et politique s'y approfondit. C'est une démystification des conventions, des apparences, à laquelle on assiste au sein de ce film collectif dont le titre fait frémir, des rêves que l'on peut acheter avec de l'argent. Eh bien, le mariage est conchié, le fiancé décapité par les Amazones au secours de la mariée, la révolte de celle-ci, dont le cœur préfabriqué ne peut la mener qu'à une nouvelle facticité, la solitude machinale sur le vélo d'appartement. Tout ça est d'actualité. Le couple scandaleux de la chanteuse et du musicien qui accompagne le sketch, Joss White,
un noir militant pour l'égalité des droits aux côtés de Paul Robeson et qui sera victime du macartisme, et Libby Holman, une chanteuse blanche antiraciste, juive et bisexuelle, ajoute-t-on, souligne encore cette démarche qui est comme un adieu à l'Amérique dont le séjour prolongé qui a fait Léger semble l'avoir guéri. Impasse que la série des Julie va dépasser, ainsi que les tableaux des années 50 projetant l'utopie d'une libération du travail et d'une émancipation des machines. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup François pour cette communication très, très passionnante. Merci aussi d'avoir accepté de faire une petite mise au point sur la notion de cinématique, qui est une de ces notions labyrinthiques. Et je signale d'ailleurs qu'elle revient à la mode parce que dans des jeux vidéo, elle désigne des petites séquences cinéma où le joueur devient passif tout d'un coup parce qu'il assiste à une scène. Donc elle reprend un sens cinématographique un peu simplifié, mais c'est une notion complexe. Ouais. Alors, on a pas mal dépassé, on a beaucoup d'intervenants ce matin, donc on va réserver les questions pour plus tard, et j'appelle donc Jennifer Wilde. Alors, pendant qu'elle s'installe, je vous présente Jennifer Wilde, qui a enseigné pendant une quinzaine d'années à l'Université de Chicago et qui vient de prendre un poste de professeur associé au département du cinéma de la University of Southern California. Elle a travaillé sur l'avant-garde et le cinéma, publiant en particulier son premier ouvrage de Parisian Avant-Garde in the Age of Cinema en 2015. Où elle étudie les interactions entre les avant-gardes et le cinéma. Ses recherches dans le domaine de l'histoire et de la théorie du cinéma des avant-gardes sont parues dans un certain nombre de publications, dont dans des publications consacrées au cinéma, October Cinéma, la revue d'études cinématographiques 1895, Dada and Beyond. Plus récemment, elle est l'auteure d'un article sur Georges Braque, inventeur du cubisme, et elle est en train de préparer une publication intitulée Radical Recognition, Photography, Film and History in the Image, qui s'intéresse aux enjeux politiques et éthiques du film et de la photographie dans l'histoire du modernisme belge et français. Alors, il nous faut un tout petit temps de mise en route de son PowerPoint. C'est parfait, c'est parfait. Good morning. Thank you for your patience here. Thank you for the invitation and the introduction. And I'm really happy to be here with people who are foundational to this field and this subfield on cinema and the avant-garde. Above all, my companions here on this panel. And I thought I would do something a little bit different today, since it seems to me that this conference is really about trying to open up new research avenues for our understanding of Léger and le cinéma. And I do this in a spirit of, hopefully you'll see it as in a spirit of generosity, but there's also a bit of speculation here, because I'd like to try to see how we might forge new perceptions about the cinema's relationship to the avant-garde. And I start like this because in my work, just to give you a bit of context, my book in 2015, and I will say right now, I'll speak a bit in French, a lot in English, but there are a lot of texts in French and in English that you'll see on the screen. And I've put them there just for our sake and for the sake of research and showing the research. So just a little bit, there are three ways that my book works to try to, again, open up the questions about the cinema's relationship to the avant-garde. And the first one, the first intervention, you might say, is that I asked the question a little bit differently.
and this is not simply self-promotion, okay? This is to actually set up a framework that hopefully will inform how you will understand my research. So my book poses recognizable questions in a slightly different key. What changes in a history of the cinema when artworks and artists are granted fuller agency in its telling? What happens to a history of modernism, or the avant-garde, when it progresses from historical consideration of the cinema's varied and non-filmic forms of address to the modern spectator? So this is one way to say that it's not simply films that counted for me in this book. It was the whole milieu of the cinema. It was its posters and its crowds and the sites for consuming the cinema. Which leads me to the second point, was that for especially an American audience of both art historians, but certainly cinema scholars, who I believe have tended to conflate the different generations of the avant-garde. So in the book, what I go to great lengths to think about Léger's generation, for example, and of course Apollinaire is in this group, Max Jacob. We could think about many of these people who are not in the Génération 1900, such as Aragon, Soupeau, etc. So there is this distinction, and for me this distinction was very important because it also suggests that that the experience of the cinema was extremely different for different people. And of course, Albera, he has indicated this, in talking about the cinema of attraction. So this to me is extremely important for not only how we understand, as I will go into look at a little bit more, Léger's first encounter with Charlot. It counts for me very much that he grew up with the cinema of attractions. He grew up with le cinéma des premiers temps. And whereas Generation 1900 had a different relationship. So these two things were extremely important for me in casting a historical lens of experience, both of the cinema and then the activity of the avant-garde, because that too, of course, was different as it evolved. And then the third point I would say about my book is that very much, as it corresponds to my topic today, Fernand Léger and the language of perception was to think about certainly these vocabulary words, cinétique, and the words that, that express an overt connection to the cinema. And a great example that was very important for me when I did my thèse was this idea of l'imagination cinémentale. And this was printed in Cahiers du Mois, in the famous issue of Cahiers du Mois on the cinema, in which we do find Léger's words. But this helped me, however, transform my questions in a way that I want to pursue today. So instead of simply thinking about cinephilia and the activities of cinephilia, or the participation in filmmaking as simply the proof, I have been very interested in more the perceptual problems and the ways that artists were perceiving of culture, perceiving of the cinema as an event, and developing language around which, or with which they could think through the problems of modern painting, the problems of composition. So here, Laglaine, I think, is very interesting on this note, and so this is the sort of goal that that my work has also tried to explore, is how artists were grappling with what he calls l'imagination cinémentale. Cependant, le rythme de l'écran peu à peu éduque et transforme l'œil de l'artiste au même titre que l'auto ou l'avion qui nous accoutumons à une vision plus rapide, plus brutale, mais aussi plus aiguë et plus précise. Peut-être pourrait-on déterminer la part du cinéma dans ces deux courants parallèles de la peinture actuelle. D'une part, un besoin de synthèse, d'outrance schématique tendant à établir un art de caractère, et d'autre part, une recherche de nouvelles valeurs optiques visant à atteindre l'esprit dans un style sensible. I'll cut to the end here. Ces rapprochements ne peuvent s'entendre au sens technique, mais seulement comme premier symptôme d'une certaine imagination cinémentale. So
this is very rich quotation, and it does speak to, it uses the word cinema as we have the new words, as we have this, range of vocabulary that uses cinema from Eisenstein and all of the other examples that François was presenting about. But here we have also, the emphasis is on perception, and it's in the perception of the paintings, and it suggests that on some level there is something in the paintings that actually communicates the new perception actuelle, if not moderne. So I have been pursuing this very recently, and I just bring this as an example because I think this is one of the avenues for new research, actually, and it is to pose the question of paintings and the reception of paintings and criticism that understands both the modernism of the time, right, of the cinema and modern life, but also that is deeply engaged with understanding and describing or finding a new ekphrastic model for Cubism, for example, and of course the modernist tableau that Fernand Léger is making at this time as well. And I quote my essay that I wrote for Braque, Georges Braque, inventor of Cubism, that took place in Dusseldorf last year, because for me this was truly another step in my own thinking that was important. So here's Raynal, Maurice Raynal, and we know that Maurice Raynal was a great friend and critic, friend of Léger, prolific critic. He also was the film critic, right? We've relied a lot on Raynal's account in Les Soirées de Paris in terms of what he saw at the cinema, Les Cinémas du Faubourg, for example. But here he writes, and it's in translation, Braque creates spectacles, and he's talking about painting here. Braque creates spectacles so attracting that despite the science with which they are grouped, the elements of still life, they cannot but incite us toward the most rousing pursuits. How thus to forbid the imagination to turn around this little oval still life? End quote, and I go on to say, he goes on to describe a long, complex, and quickly changing drama. And this is his description of the painting. Not this painting, but a similar painting around 1920, 1921. He goes on to describe a long, complex, and quickly changing drama of characters, love affairs, gazes, chateaux, chases across landscape, sleights of hand, and games of false identities and changing appearances that all take place between a simple playing card and the light illuminating transparent liquid at the bottom of a bottle. Quote, I don't know if all of this appears in the canvas by Georges Braque, he concludes, for Raynal confesses that he has voluntarily allowed himself to be swept away by his reverie. But one thing he does know, he writes, is that all of this dynamic commotion and emotion, all of this perceived movement and transformation, including like a narrative transformation, stops abruptly at the edge of Braque's canvas. There, here I understand he's talking about an oval canvas, so that should provide us with a bit more precision. There, Raynal perceives a sense of calm at that cut where the canvas ends, a calm so immobile that he feels tears well up in his eyes, like the experience of perceiving a cinematic drama that is similarly bound by the edge of the film screen, where the moving image asserts its difference from the life around it. Raynal discovers in Braque's Cubist paintings the modern drama inherent in what we can only be called the dynamics of seeing. So for me, this again is, I think we have an opportunity to revisit a lot of the criticism from the early 20th century, and perhaps it could be a project even for today, to think through how writing and ekphrasis is certainly participating in a long lineage of art historical practice, but that to question how those practices and how that vocabulary changes with the entrance of the cinema. So of course, we have, I'm just going to go forward. So I want to go to the research I've been doing for this talk on the language of perception. And
on the one hand, this refers also to research, I think, that needs to be also done because it's an issue of translation. In the canonical translations of Léger's writing, we have some interesting choices, and these are wonderful translations we continue to utilize today in teaching and research, and it's more crucial in the research for sure. So I got to looking at obviously the original and the translation of Les réalisations picturales actuelles, or contemporary achievements in painting. And on the one hand, we have the word that really struck me as I began to reread these essays was Léger's use of l'enregistrement visuel. And of course, we see in the English, it's translated as visual awareness. So I'm not sure, I have a lot of doubt about to the degree to which awareness is precisely the right word in order to capture also what the use of the word enregistrement has in his thinking with respect to the experience of cinema, the experience of modern life. So and this we could debate, this we could, I think, of course, etymology, but the idea that there is something about inscription here that relates to photography. The Grand Robert, I believe, it's in 1870 where we finally get this relationship between imprinting, transcription as is imprinting, ou impression as in a technical, as it is used in a technical way with photography. So to me, these small translation traditions, I think we need to revise some of them in order, again, to push open some of the avenues for thinking about new research into precisely Léger and others. So I went to then the manuscript for this essay, and this was in 1914 before he went to the war, where he delivered it at the Académie Vaislev, and it's a fascinating document. Of course, I think all manuscripts are, and I think we're not, at least in America, we're not used to really working in this way. But I find this to be really interesting because, again, to place this, place the emphasis on language. And here, Léger's choice of language, for me, permits me to have a bit of, to pose new questions about his project in this essential essay before he went to the war. And it concerns the term moderne or actuel. Moderne or actuel. This might be, and I'm happy to debate this, but there are interesting ways that one wonders how would the thinking have been presented, how would the argument have been presented, or how would the argument have developed in a different way had he continued to use the word actuel instead of moderne for precisely modern life. To what degree, for example, does potentially the use and the choice of the word moderne, which is in some ways more of an aesthetic category or aesthetic judgment, or it has aesthetic judgment inside of it, it has a kind of historical manner of thinking about temporality as opposed to actuel. So, it's a detail, but for me this is also, it is interesting in terms of also how he begins to later on and throughout his career develop these two realisms, the kinds of realisms that occupy him. They are realisms that are actuel, but they are also realisms that are modern. And what are these modes? So, there are also interesting in this manuscript. There are interesting examples of other choices. For example, we see also, and I'll be turning to the war journals in a minute, where I look at his language, but this idea of le bon goût. We see here, for example, that he has crossed out when he's speaking about les gens qui de tendance esthétique. He crosses this out. And this is also in this moment where he's beginning to distinguish himself as an artist within the artistic milieu, but also within culture at large, which is also part of this process, I believe, of modernity and the expression of
the aesthetic expression of le monde actuel as le monde moderne. And of course, this idea of enregistrement visuel always was, in this essay, was revolving around le réclame, le pancarte réclame that we see here in a photograph by Auger. And the debate about the modern presence of these kinds of images in the world, to what degree was this modern? Well, it certainly was rejected by those who were de bon goût, as he says. So again, these are simply observations that also help us, I think, approach the experience of the war in the context of this debate between the modern and the actuel. To what extent was, of course, the war, it was happening, it was actuel, but as he speaks about in his war journals, it is also becoming an experience of modernity. And what I noticed in his journals, in his writing, in his war journals, is that he also displays a wonderful arc around which he is also perceiving his own social position, his own position of class, above all, because we have a lot of words, a lot of, let me just see here. So he goes, what I've found, though, is that as he writes at the beginning of his, in his journals, he feels very isolated. He's around les Biffins, les Bougres. He talks about personalities that could only be found in Belleville. He's definitely signaling his class consciousness, his position within, and his difference from these particular men, these soldiers. And of course, there is absolutely a wonderful sense of l'actuel. He writes, "Nous sommes surtout les spectateurs de ce formidable drame," and that was in October 1914. He learned there how not to waste bread, however. He saw his own weaknesses far more clearly against the skills of these men who he came to respect and not simply feel isolated from. And it's new. He's discovering these things. But of course, as we know, it gets very dull. And all of a sudden, we have a kind of absolute ennui that sets in by 1915. Comme tout cela est triste, comme je m'ennuie tout seul dans tout ce monde ratatiné et avec personne à qui causer des choses de la vie. C'est tout de même trop long, mon vieux, et toute la nouveauté est en disparu. So here we see, I think, also an experience of how his perception, indeed his physical existence, existing in war, surviving in war is one thing, but we really see a shift in his perception, not simply of his social position par rapport aux autres, but also the aesthetic modern, even the modernity, the spectacles of spectacle that he's experiencing during the war. Again, going on, I find this to be a really important quotation. Tu peux suivre par mes lettres mes différents états durant ces 19 mois de campagne. Maintenant, la guerre est une chose tout à fait grise et incolore et toujours la même et sans nouveauté. C'est quelque chose comme un immense cimetière où d'innombrables fossoyeurs, tous habillés de même, tuent et entrent machinalement un petit peu plus, etc., etc. De sales petits drames, énormes en soi, mais perdus, ratatinés, réduits aux faits divers par le courant et le pareil de tout. Je m'emmerde comme on s'emmerdait à Tonmanana. So here we get a sense of how his own perception of the world has changed over these long months, and how he begins to see these little dramas in the trenches as, nothing new. This is no longer a social experiment of perception of others and his place in the world, but something that is becoming so dull. And I will say that this is interesting because
That kind of dullness and repetition, I'm going to wager in a speculative way, is really the context, the cinematic context also, in which he discovers Chaplin, as we know, with Apollinaire, when he is on leave from the front. And of course, as we know, Apollinaire, tried to beg Fernand Léger to go and assured him that there was life on the screen. The point here is that before Chaplin, Léger, having grown up with the cinema, having seen it from the cinema of attractions, transform into more of a ciné-théâtre, more of a theatrical space of propriety. Also, when films had become more legitimate and therefore melodramatic, this was all the kind of cinema that was absolutely boring, right? And so it's in this context that we have to think about the double, I think, power of encountering Chaplin. And I don't think Chaplin's the only one. Of course, Chaplin is key for Léger, but it's a whole milieu for, I believe, both Léger's generation and then the Génération 1900. It's the monotony of the war that is, I would say, comparable, obviously not literally, but suggestively to the monotony of what the cinema was that no longer interested Léger by 1915. Why would he have to be convinced otherwise to go with the Apollinaire to the cinema if he was already some great cinephile? And I love this image so much because this is, we have our lovely Poilu having a moment of tendresse. And of course, you see pictured here a kind of similar moment. Jennifer, pardon? excusez-moi, il faut faire attention. Faut faire attention. Alors, combien de minutes? 5. 5. Bon, je vais terminer parce que, comme j'ai dit, c'est vraiment spéculatif ici. I will just say that in my work, this period of the arrival of Chaplin is really, for me, part of a larger historical moment that I call the cinema of ballistics. When Chaplin arrives in France, when Fantomas is created, when the serials are created, when Tom Mix, when cowboy films are arriving on the screen. And I write in my book. And so this, again, this for me is very important for understanding the texture and the experience of Léger's encounter with Chaplin and why it wasn't singular to him, but it was actually a very common experience. However important these themes are, meaning the themes of cowboys, the more significant point lies in the cinema of ballistics' temporality of sudden arrival, which defined their unique impact against the ordinary and organic wartime vernacular of films and print culture that otherwise defined the period. The temporality of arriving, as if out of nowhere, like Chaplin's, what I'm talking about here, beat like the internal motor of the cinema of ballistics. This beat was conferred upon the cinema's imagery, editing, cinematography, and also characters, lending a double frame for receptive surprise as it occurred both within the time of exhibition and the time of the film text. So here's what I want to make also clear, is that it's happening as a social fact within the theater, it's happening as a perceptual or phenomenological fact within the theater, as much as it's being generated by the ballistics, the humor, the outrageousness of the image of the screen. As Jean Epstein recalled, one night there was a film by William Hart, as if suddenly a view to another world was given, more alive and more nourishing than the real world, than the world we read and heard about. So again, just to provide a little bit more context into the larger interventions, I think, of this period of cinema, of ballistics, as I call it, with Chaplin, that transforms truly a perception of new visual experience. Really quickly, I've been diving into also Léger's notes on his desired film about Louise Michel, La Vierge Rouge, and grâce à François Albera, we have access now to this material which you did not have before. And on just this one note, this is 1932. It's in thinking about his language, especially, I want to say right here, the last sentence, la situer dans une atmosphère assez irréelle, c'est-à-dire situer Louise Michel, est toujours préparée à l'écran
son apparition de manière à toujours surprendre le public et le faire désirer la voir. Again, we have this idea of surprise. We have this idea of an aesthetic, I believe, that is perhaps carried over from his experience with Chaplin. And it makes me, too, think about the other discourse of Jean Vigo in this period. When in 1931, he talks about un ciné social, cinéma social. And he writes, se diriger vers un cinéma social, c'est donc assurer le cinéma tout court d'un sujet qui provoque l'intérêt d'un sujet qui mange la viande. To conclude, let me just bring back, let's recall that when Léger does come back from the war, and I'm looking forward so much to the research on his American period, it's a period I know less about, that, of course, he was exhibiting in the Galerie Louis Carré, but he also was invited to do an intervention at the Sorbonne, speaking with Moussignac and Abbé Morel, around the group Travail Culture. And I found this to be fascinating, and I'm ending very, very quickly here. So we have the transcripts. The transcripts are there from their conversation. And he says in this exchange about, what is le peuple? So here I'm trying to understand how his understanding of le peuple has also evolved from the wartime moment through the early cinema moment, and now in this moment post-war, as he's engaging with this pedagogical group, right, the social intellectual uplift group of Travail et Culture, in which we know Bazin took a great part and a great role, as well as Chris Marker. So it's the spirit also of the pedagogy of this period. And he recalls, c'est là, at the war, au front, vraiment que j'ai compris que c'est là que j'ai vu ce qu'était un Français du peuple. And, he goes on to think about what this means and what it means to actually have a political agenda toward le peuple and who le peuple is. And once again, we find different shifts around his own conception of self in relationship to le peuple. But what's also interesting, and I'll say too, very quickly, that there are some words and some interesting reflections in some of these, this conversation where he talks about going to New York and Chicago and going to primarily African American cinemas, and he talks briefly, but he does imply his very strong recognition of his difference in those communities. But on this occasion, he also showed film clips, and I have not been able to locate those or identify them. The film by Thomas Bouchard was also going to be shown very soon after, programmed by Jean Parnevet. And during this Travail Culture événement, he uses cinema, and I believe it's very arguable that it is either Bouchard's film, or they are rushes, or there's some kind of other film, but highly likely it's Bouchard's film, where he shows them in a very, very, very pedagogical manner, Maintenant, on va vous projeter des tableaux. Je vous avertis tout de suite que cette projection ne sera pas fameuse, évidemment. Malgré tout, vous aurez un aperçu de ce que j'ai fait jusqu'à l'heure actuelle. So again, trying to think through, certainly that's simply a vocabulary word, I realize, but there is a way in which cinema has this relationship both to the modern and to l'actuel, what is going on, again, which may supply us with new information or a new approach to think about the realisms that preoccupied Léger and how they developed over time. And I'll end with Léger's, one sentence by Léger. Il a dit pendant cette communication, cette conversation au travail culture, dans le fond, je crois que les écoles et les conférences ne donnent pas grand-chose. Ce sont les tableaux vus, les projections qui donnent quelque chose. Merci.
Merci beaucoup, Jennifer, sur ces perspectives nouvelles que vous proposez. Alors, je passe sur les problèmes posés par les traductions en anglais des critiques français ou des textes de Léger. Heureusement, nous n'avons pas à gérer ce problème, mais finalement, il faudrait tout retraduire, l'ensemble de Léger, le confier à un seul groupe. Ou Oui, parce que nos perceptions de la modernité, de la vie actuelle, changent, c'est-à-dire par rapport aux traductions qui ont été faites il y a 50 ans maintenant. Ouais. Et d'autre part, donc des pistes intéressantes sur l'historiographie de la critique et amener des nuances, en fait, même sur les générations et comment leur perception physique du phénomène cinéma pouvait différer. Merci beaucoup, Jennifer. Alors, on a à peu près une communication de retard, donc je vous propose d'appeler Patrick Dehaas. Que je présente bien.